sais pas si vous en voulez pas. Peut-être que vous en voulez pas, vous en voulez. Donc, je vais terminer la première partie en parlant des ouvrages de référence. Vous avez le droit à 3 ouvrages de référence à votre uniforme. Bon, ça va me permettre, je vais en profiter pour. Je ne vous ai pas donné le guide de conseil pratique dès le début parce que je voulais que vous vous concentriez sur mon discours. Donc, dans le guide de conseil pratique, il y a certaines choses là-dedans qui. Vous voyez, il y a certains conseils avec lesquels je ne suis pas d'accord. Et je vais vous le dire. Il y a même des fautes, des fois, on sait qu'on va le corriger, mais comme je vous dis, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est. Je vous conseille parce que j'ai corrigé avec l'uniforme. Je vais vous dire pourquoi, ça va être à vous de prendre votre décision. En fait, vous êtes rendu à un niveau d'éducation où il n'y a personne qui va se présenter devant vous en vous disant la vérité pure. Maintenant, il y a différents spécialistes qui vont vous présenter devant vous, puis qui vont vous donner des conseils, puis c'est à vous de juger c'est lequel qui est le meilleur. Donc, à la page 4, conseil pratique, on parle des ouvrages indispensables. Puis il y a certains conseils qui seront donnés là-dedans. Donc, celui que je vais vous donner. Moi, je vous conseille d'utiliser le Robert, le multidictionnaire et l'ordre conjugué. Je conseille fortement. Premièrement, parce que la langue, c'est ce qui est le plus important dans votre épreuve uniforme, c'est ce qui est le plus difficile à obtenir comme réussite. C'est plus important que les connaissances littéraires. À quoi je fais référence quand je dis ça? Évidemment, vous n'avez pas le droit à des guides littéraires, à des anthologies, des choses comme ça. Mais certaines personnes vont amener un Larousse pour les connaissances générales qu'il y a dans le Larousse, le dictionnaire des noms propres, ces choses-là. Premièrement, on ne donne pas de points pour une transcription de ce qui est dans le Larousse. Fait que déjà là, c'est pas tellement utile d'avoir ça. Puis deuxièmement, comme je vous l'ai montré au début, les points de compréhension, d'argumentation, si vous faites une bonne argumentation, vous n'avez pas tellement besoin des connaissances générales tant que ça. Donc, le Larousse ne vous aidera pas tant que ça. Donc, c'est mieux d'avoir des ouvrages pour vous aider en français. Le Robert, l'avantage du Robert, c'est qu'il y a des longues définitions. Il y a beaucoup d'exemples d'utilisation des mots. Si vous ne savez pas à quelle préposition le mot s'utilise, vous allez pouvoir le voir dans le Robert. Dans le multidictionnaire, là, vous allez avoir des règles de grammaire. Si vous ne vous rappelez pas la règle de tout, comment je l'écris TOUS, TOUT, vous allez à tout dans le dictionnaire, il y a un tableau, il y a même des locutions, toutes les locutions de toutes parts. Est-ce que j'écris au pluriel, ça veut dire telle chose, de toutes parts, si je l'écris au singulier, ça veut dire telle autre chose. Donc vous avez toutes ces informations-là dans le dictionnaire. Donc c'est très, très riche pour ça. Il est utile de l'avoir avec vous. Puis à l'art de conjuguer, évidemment, il faut vous assurer que vos verbes soient conjugués correctement. C'est très, très coûteux d'avoir des verbes mal conjugués. Le Becherel, on peut vite trouver la bonne conjugaison. Est-ce que j'avais d'autres commentaires? Il y en a qui utilisent oui. Le Larousse pour les auteurs, pour bien connaître les auteurs. Oui, c'est ça, comme je vous dis, c'est pas utile. C'est pas utile. Moi, je vous dirais que c'est vraiment pas utile. Ça ne va pas changer votre vie à l'épreuve uniforme. C'est pour ça que je préfère conseiller le Robert, qui est un peu meilleur au niveau de la langue. Si on parle de préposition aussi dans le dictionnaire,
dictionnaire, on peut en trouver un peu. Même Robert, on en trouve un peu plus. Je ne sais pas si vous avez ces documents-là à la maison, ces ouvrages-là. Ouais. Est-ce que les multidictionnaires contiennent des synonymes? Je ne me rappelle pas. Je pense que oui. Je sais qu'il y en a dans le Robert. Dans le multi, je pense que oui. Dans le multi, les définitions sont beaucoup plus succinctes. Donc ça peut être... ça peut vous nuire... ça peut nuire un peu, dépendamment de votre niveau de français. Dans le Robert, il y a des bonnes définitions, donc là, on comprend mieux. Vous parlez de synonymes et d'antonymes. C'est utile. Comme je dis, dans le Robert, il y en a. Les dictionnaires de synonymes et d'antonymes, je vous déconseille d'apporter ça. Parce que, on a vu tantôt, je vous ai montré sous critère 6, qui était le vocabulaire, la richesse du vocabulaire. Il n'y a presque pas d'étudiants qui échouent là-dedans et qui sont pénalisés là-dedans. Donc, c'est vraiment pas une crainte que vous allez avoir. On a mis l'accent beaucoup là-dessus dans vos cours de littérature que vous avez eu dans votre vie, mais là, on est au niveau, on est à une épreuve uniforme. Là, vous n'êtes pas là pour enrichir votre vocabulaire. C'est bien si vous avez un vocabulaire riche, mais c'est pas la place. Utilisez des mots avec lesquels vous êtes confortable. Je ne devrais peut-être pas vous dire ça, mais nous, les correcteurs, on tient une liste des utilisations bizarres de mots. Puis bon, ça me fait rire un peu. Il y a souvent des étudiants qui vont prendre un dictionnaire de synonymes, prendre un synonyme à un mot et le plugger dans leur phrase. Ça ne fait aucun sens parce que le mot ne s'applique pas dans cette situation-là. Les dictionnaires synonymes, ils vous énumèrent des mots, mais ils ne vous disent pas, oui, mais ça, c'est dans une situation scientifique qui précise ceci ou cela. À la limite, je vous dirais, si vous voulez vraiment utiliser des synonymes, assurez-vous de chercher dans le Robert le mot en question puis de voir dans quel contexte il s'applique. Mais ça, c'est très long dans une épreuve uniforme de commencer à faire tout ça. Ça, utilisez des mots avec lesquels vous êtes confortable. Le problème, c'est qu'avec ces trois ouvrages, on ne peut pas les passer pour la prochaine un dictionnaire par exemple, français-espagnol. Ah oui, ouais. Ouais. Et des fois, dans les textes littéraires, il faut chercher le vocabulaire. Ouais. Ça, c'est... Moi, quand j'ai étudié, à une certaine époque, j'ai étudié en anglais. Puis j'étais comme... Moi, j'écoutais les Simpsons, je comprenais rien. En anglais, évidemment. Mais quand je suis arrivé à l'université en anglais, j'utilisais un dictionnaire anglais, le Oxford Dictionary. Je n'utilisais pas le dictionnaire anglais-français, j'utilisais juste le dictionnaire anglais, puis je cherchais directement dans le dictionnaire anglais. Puis la définition, la plupart du temps, était avec des mots suffisamment simples pour que je puisse comprendre le mot. Fait que c'est dans l'habitude d'apprendre, peut-être, d'utiliser le Robert quand vous ne comprenez pas un mot. C'est dangereux aussi d'utiliser les dictionnaires, comme vous dites, français-espagnol, parce que des fois, le mot qu'ils vont donner, le synonyme, c'est pas exactement celui-là, puis les applications peuvent être un peu bizarres. Donc, mais je comprends votre point de vue. À ce moment-là, si vous voulez absolument avoir un dictionnaire de français-espagnol, vous pouvez choisir lequel vous voulez sacrifier. En multidictionnaire, il y a des conjugaisons aussi. Mais il y a aussi des conjugaisons dans le Robert. Peut-être vous échapper en sacrifiant des choses. Donc maintenant, on est à si vous me permettez, on va prendre une pause. Oui. Juste une question. Oui. Il y a deux Robert. Ouais, c'est ça, comme eux, ils conseillent, ils proposent que quelqu'un pourrait amener le petit Robert dictionnaire universel du nom propre. Non, c'est pas celui-là. C'est un autre Robert.
Il est appelé aussi le Robert II. Le défaut, c'est ça. Si vous voulez chercher romantisme dans ce dictionnaire-là, il va y avoir tout. Mais moi, je ne sacrifierais pas. Si pour vous, la langue, c'est un défi, ben, je ne sacrifierais pas le multidictionnaire pour mettre le Robert II pour avoir un petit 2 points ou 1 point, même pas de point au niveau de l'argumentation. C'est bon? Donc, on prend une pause de 10 minutes. Processus de rédaction. Donc ici, en page 5 à 8, on va vous donner un peu une stratégie pour avoir le temps de réaliser chacune des étapes. Parce que c'est vraiment important si vous, mettons, si vous ne mesurez pas votre temps et puis que vous rédigez comme bon vous semble, vous arrivez à la fin, vous n'avez pas le temps de réviser, c'est magnifique, vous êtes vraiment magnifique. Puis, il y a plusieurs choses qui sont suggérées là-dedans. Le premier élément que je vous demanderais, moi je vous dirais de piffer complètement, c'est la question du brouillon. En gestion du temps avec ou sans brouillon, moi je vous dis vraiment, il ne faut pas faire pas de brouillon. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un S de brouillon, là, parce que je suis peut-être fâché avec les brouillons. Il ne faut pas faire de brouillon. La raison pour laquelle je vous dis de ne pas faire de brouillon, c'est parce que ça génère des fautes. Non, pas la première raison. La première raison, c'est parce que ça prend du temps. Il faut écrire son brouillon, puis après ça, il faut écrire un plat. Ça fait déjà du temps perdu. La deuxième raison, c'est parce que vous allez faire. Il y a un grand risque de faute lorsque vous transcrivez, par exemple, une citation, les mots de la citation dans votre brouillon. Puis ensuite, quand vous transcrivez les mots de votre brouillon dans votre propre. Fait que déjà que c'est long, après ça, vous augmentez les risques d'erreur, puis en plus de ça, parce que c'est long, vous avez moins de temps pour réviser. Donc, je ne sais pas si d'entre vous avez déjà fait un brouillon ou vous en faites. Parce que vous avez vu que vous avez fait plus de fautes à cause du brouillon, vous étiez surprise des fautes que vous avez faites. J'ai fait le brouillon et je n'ai pas eu le temps de corriger la grammaire. Et j'ai fait même de mauvaises transcriptions. C'est ça. Parce que je n'ai pas le temps. Ça génère beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de temps. Donc, moi, ce que je vous dis, oui? Comment est-ce qu'on peut sortir clairement les idées d'un texte sans faire de... Ah, ça, c'est une bonne question. C'est parce que vous allez faire un plan. Ça, c'est. On ne fait pas de brouillon, mais on va faire un plan de rédaction. Ceux qui sont en train de devant vous. Ça arrive à toute bonne personne. Donc, vous allez faire un plan de rédaction. Vous n'allez pas écrire de nulle part. D'abord, première des choses. La deuxième chose, ce que vous pouvez peut-être faire, c'est peut-être écrire une phrase sur le côté pour formuler vos mots, puis voir si votre structure est correcte. Peut-être que vous pouvez faire ça. Ou vous pouvez écrire à la mine, directement dans le cahier. Puis à la toute fin, quand vous avez fait vos corrections, effacé, réécrit et tout, vous transcrivez à l'encre, vous retracez à l'encre, puis après ça, vous réeffacez pour que ce soit lisible. Vous pouvez faire ça aussi. Ou encore, vous écrivez tout à l'encre, puis quand vous voulez réécrire votre formulation ou corriger quelque chose, vous prenez un marqueur, pas un marqueur, mais un correcteur, puis vous effacez la ligne, vous effacez le mot que vous voulez
Corrige.